Bienvenue à tous dans USB, une semaine en ballon, TBA pour commencer. Très bonne année à tous. On va donc balayer l'actualité des clubs que nous suivons en Pays de la Loire, à savoir en première division appelée dorénavant Ligue 1, Angers, Nantes ou bien en National, Cholet, Laval, Le Mans. Mais on va aussi parler, et surtout aujourd'hui, futsal, ça peut pas faire du mal, sociologie, ça peut même faire du bien, avec notre invité Pierre-Cédric Tia. Bonjour Pierre-Cédric. Bonjour. Bonjour virtuel. Je voulais vous demander tout d'abord de savoir, vous êtes dans quel coin, vous plutôt? La Sarthe, là, de chez vous? Oui, exactement, au Mans. Alors je propose tout de suite, pour bien commencer l'émission, de vous situer. Votre CV va nous donner quand même quelques indications de ce parcours. Une vie résumée en 10 lignes, ça fait pas beaucoup. On peut quand même dire que donc, vous avez 32 ans, que le football professionnel a commencé à vous intéresser, à poindre en 2004-2006 avec le FC Lorient. Auparavant, vous aviez eu votre première licence avec Amiens, si je me trompe. Vous buzzez. Non, c'est ça. Vous sortez de Lorient et ça fait partie de l'histoire qu'on va raconter après du centre de formation sans diplôme professionnel avec ce club. Et alors vous allez commencer un petit périple. D'abord du côté de la Primavera, Regina, la 3e division italienne. Altrisham ensuite en Angleterre. Ça fait pas de contrat, ça fait des petits contrats, mais surtout ça fait la jeunesse. Vous voyez un peu du pays. Puis vous revenez dans un coin que vous connaissez mieux. 2008-2012. Oui, c'est ça. Un peu Évry, plus à Fleury, la maison. Saint-Jean-le-Blanc, Malesherbes, entre DH et National 3. C'est le parcours du footballeur. On va en parler de ce parcours, puisque je l'ai dit, vous êtes docteur en sociologie et ça va nous intéresser. Et puis arrive le futsal dans votre vie, 2008, championnat du monde universitaire avec l'équipe de France. Et puis le diamant futsal, ça c'est en 2009, c'est là que vous découvrez avec un club du sud de l'Essonne le futsal. Et depuis 2018, vous êtes entraîneur, joueur du Mans futsal. On va donc parler du Mans et c'est notre première rubrique. Le Mans FC Futsal, c'est quoi donc? Oui, c'est quoi donc? Parce qu'on a quand même besoin de quelques précisions. Vous vous occupez d'une équipe, donc la première, d'un pôle, d'une équipe qui joue d'abord en régional, qui est devancée dans les Pays de la Loire par des équipes de niveau un peu plus supérieur. Il y a la D2 au-dessus de la régionale, c'est Nantes-Doulon-Bautière et l'Étoile Lavalloise qui évoluent. Et puis Nantes Métropole en Division 1. C'est quoi votre mission à vous finalement? D'établir des fondations? C'est clairement ça, puisque je suis arrivé il y a 3 ans maintenant. Et ça a donné l'occasion en fait aux 2 meilleurs clubs du monde au niveau futsal. Donc le Mans Futsal a intégré le Mans FC et ça a permis donc de créer une grosse équipe au niveau du Mans. Voilà, on voit la photo où c'était la première année de réunion des 2 gros clubs futsal. Alors, ce futsal, vous l'avez débuté, j'ai vu, avec le Diamant Futsal. On a quelques images. On peut voir déjà un peu comment ça se joue, maillot bleu à l'époque. Et donc, vous, si on donne un peu quelques éléments de cette spécificité du futsal, ça emprunte un peu au hand et au foot. Exactement. Exactement, un sport de salle, donc énormément de changements, de vitesse, de percussion, beaucoup de dribbles et puis surtout vous touchez beaucoup le ballon, quoi. Ça c'est une donnée qui a fortement joué en ma faveur et puis surtout qui m'a permis de développer d'autres qualités. D'accord, vous n'avez pas trop souffert de l'absence de ce qui était l'une de vos caractéristiques, les grandes chevauchées et la course de vitesse. Là, c'est plutôt vite parce que les grandes chevauchées, ça, on va le découvrir, c'est quand vous étiez avec, allez, on a des images du temps de Évry, Fleury-Mérogis, c'est là où vous étiez ardent sur votre couloir droit. C'est ça, c'est ça. C'est un peu, je dirais, c'est une continuité de carrière. Puisque vraiment, quand j'étais formé à Lorient, j'étais formé, on voit les images Ouais. sur le côté droit, côté gauche. Et en futsal, je dirais que j'ai un peu plus étoffé ma palette, puisque vous passez très vite d'une position défensive à une position offensive. Donc, c'est ce qui m'a plu, et puis c'était aussi une manière de passer à autre chose. Véritablement, c'est ça. Alors, on touche le ballon, mais jamais très très longtemps. Oui, c'est ça. Faut aller vite, Faut aller vite. Très, très vite.
Alors, on n'est pas trop bon en futsal encore en France. Enfin, ça progresse parce que c'est surtout une culture sud-américaine et une culture importée également par les joueurs portugais. Alors, on va se mettre quelques images des buts de D1 pour avoir un peu une idée de la technicité. Le niveau économique sportif du futsal en France, on en est où à peu près? Je dirais globalement très compliqué. Parce que déjà, comme tu l'as dit, la culture en France, c'est une culture football. Donc les clubs de futsal émergent de l'ombre petit à petit. Là, on voit le championnat de D1 qui commence à se structurer de manière intéressante, Avec même beaucoup de s'il y a joueurs encore une marge sud-américains. exactement, même Enfin, au niveau du plutôt coaching. européens, portugais. Oui. Ouais. Mais c'est ça plutôt latin. Mhm. Et même au niveau du coaching, il y a aussi beaucoup de coachs latins qui coach en France. Et c'est vrai que ça nous fait progresser. Ça fait progresser l'équipe de France. Ça fait progresser le championnat. Mais c'est le seul moyen pour attraper une culture dans d'autres pays qui est là depuis 20, 30, 40 ans. Ça, voilà, c'est le Mhm. meilleur moyen. Bon courage pour accrocher la D2. C'est un peu le projet, une fois basé les fondations pour vous, en futsal, avec Le Mans. Euh, Je dirais que oui, il faudrait être ambitieux et c'est le but qui a, je dirais, poussé à ce qu'il y ait une fusion. La structuration. Et Ouais. moi, exactement. Donc moi, vraiment, je suis là pour apporter ces fondations, apporter aussi de l'expérience par rapport à ce que j'ai pu un peu faire en tant que joueur et puis Mhm. la traduire en tant que formateur et puis en tant qu'entraîneur. Très bien. Pierre-Cédric Thia, vous êtes bien installé? Je vous mets un petit peu de musique. Le temps pour nous de lancer notre prochaine rubrique, à laquelle vous êtes évidemment conviés, puisque si tout va bien, vous ne connaissez pas les malheurs de ceux pour qui l'argent coule à flot, la Ligue 1, l'UEFA, la FIFA. Et quand le robinet s'arrête de couler, c'est sympa, hein, tous ceux qui fredonnaient sous la douche sont savonnés mais pas rincés. C'est pas très agréable. Vous voyez quand même un peu l'image? Alors c'est Richard Coffin qui nous parle de ça et nous souhaite la bonne année dans son édito, un peu à sa manière quand même. En général, la nouvelle année commence dans cette ambiance-là. C'est le mercato, les étrennes qui vont avec, les clubs achètent des joueurs ou pas. Et cette année, pour voir arriver des stars du calibre de Neymar ou Mbappé, on repassera a priori. En cause, l'argent. On rembobine. Septembre 2020. La saison qui s'annonce doit être une fête. Plus d'1 milliard d'euros, c'est la somme promise au club côté droit télé. Sauf que le principal payeur, Mediapro, fait vite défaut. Les billets se transforment alors en navets cette saison. Des solutions au rabais se profilent. Les clubs, eux, crient déjà famine. La manne des droits télé est énorme aujourd'hui. Pour des clubs, c'est autour de 45% en moyenne en Europe, 45% de leurs recettes qui viennent des droits télé. Donc la billetterie, on imagine toujours le ticket de foot qui rapporte beaucoup. En fait, c'est autour de 10% aujourd'hui. La billetterie, on y arrive. En préambule, à la catastrophe Mediapro, il y a eu la crise sanitaire. Confinement, saison amputée, jauge réduite, huis clos. Les clubs ont souffert. À Angesco, par exemple, c'était 12 millions d'euros de recettes en moins pour la saison 2019-2020. C'est terminé? Pas vraiment. Il y a l'onde de choc Brexit maintenant. Un recrutement contraint côté anglais quand les joueurs européens, eux, doivent dorénavant justifier d'un permis plutôt complexe pour évoluer en Angleterre. Encore des baisses de revenus à prévoir. Bref, voilà comment le foot hexagonal s'est réveillé ce 1er janvier, avec la gueule de bois, sans avoir fêté la nouvelle année. Dur. Oui, forcément, ces incidences ont aussi des conséquences sur le monde amateur, chez tous ceux qui vivent peut-être avec beaucoup moins d'argent. On va en parler avec Pierre-Cédric Thia, mais d'abord, on va aussi faire ce focus sur l'autre pan de votre activité, à savoir la sociologie, rubrique. Centre de formation, les paradoxes de l'excellence. Le titre vous appartient. Et il est tout à fait évocateur, puisqu'on va parler de ces jeunes qui sont dans les centres de formation. Je donne une idée de chiffres d'abord, qu'on sache de quoi on parle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de centres de formation agréés en France, ce qui fait à peu près 2400-2500 jeunes. Donc c'est important, c'est pas à la marge ce dont on va parler. Et vous êtes intéressé, vous, à la zone d'ombre, à cette très grande majorité des jeunes qui sortent sans contrat pro au terme de leurs années en centre de formation. C'est du brutal. Et ce chiffre d'abord, eh bien, c'est 10% d'apprentis footballeurs qui poursuivent une carrière professionnelle seulement. Nous, on s'intéresse aux 90% qui restent. Et pour cela, vous parlez de double rupture, spatio-temporel et biographique. C'est des termes relativement forts. Que dit votre thèse ?
Tout simplement, vous avez pris je dirais, l'expression clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vécu dans un environnement de formation à l'excellence sportive pendant 1, 2, 3, 4, 5 années, et dès lors qu'on vous annonce que l'aventure est finie, vous êtes construit en tant que sportif, en tant que footballeur, et donc on vous annonce la fin de cette construction identitaire. Donc il y a une rupture à la fois dans l'espace-temps par rapport auquel vous étiez habitué ou auquel vous étiez habitué. Et de l'autre côté, il y a une rupture biographique parce que vous êtes construit identitairement à partir de la figure du footballeur. Ouais. Vous êtes construit pour être fort, vous êtes construit pour être costaud, pour y arriver, et puis un jour, vous n'y arrivez pas, ou on vous présente du moins ça comme un échec, parce que c'est peut-être un peu aussi ça la question. Et ce qui arrive aux oubliés, qui sont très majoritaires, c'est quoi finalement, si on dresse leur parcours assez rapidement ? Si on peut dresser 2-3 itinéraires, on dirait d'abord, il y a majoritairement ceux qui se glissent dans le footballariat, comme je l'ai nommé, c'est-à-dire le football entre... C'est une sorte de prolétariat du foot? C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est plutôt une situation à la fois fragile, parfois précaire, mais qui peut aussi être stable, puisque certains ont des contrats fédéraux lorsqu'ils jouent au niveau national, national 1, national 2, national 3. Mais ce n'est pas la majorité, encore une fois. Ça correspond plutôt à une petite minorité. Alors, on va mettre un petit peu de chair, finalement, dans ces personnes dont on parle, puisqu'on avait rencontré, nous, il y a un an déjà, des jeunes du centre de formation d'Angers SCO. Alors, il y avait Mathias Blanchard, Marwan Hadjij, et ils étaient donc au centre de formation du SCO, mais également étudiants à l'IFEPSA. Alors, c'était déjà une minorité. C'était ceux qui nous racontaient, finalement, leur double choix, sport-études. On est plus souvent à l'entraînement qu'en cours. Il faut s'adapter, rattraper les cours grâce aux collègues, aux camarades. Quand les examens ils arrivent, il y a beaucoup plus de travail du coup. Et au foot, sans le faire exprès, des fois on délaisse un petit peu le foot, alors qu'il ne faudrait pas. Il y a un peu mes parents, mais aussi c'est un choix personnel. Je ne me voyais pas faire vraiment que du foot. Et c'est vraiment un plus. Au cas où on ne sait jamais, une blessure qui peut nuire à ma carrière de footballeur. Alors, lui, Marwan, il est encore au centre de formation du SCO puisqu'il a que 19 ans. Par contre, Mathias Blanchard, il en est sorti, sans contrat. C'est donc un bon exemple. Et il joue maintenant en National 3 à Saumur. Alors, ils sont une minorité, j'ai dit, ceux qui avaient déjà un peu ce double parcours, qui ne lâchent pas les études. Mais il y a toujours ce double discours, à savoir dans les centres de formation, les études, c'est important, mais le mental d'un apprenti, il est jugé sur sa capacité à en croire en ses chances de devenir pro. C'est impossible, cette équation. C'est ça, c'est tout l'enjeu du paradoxe, comment on le vit, comment chacun, par rapport à ses performances sportives, va ajuster cette double injonction. Voilà, être bon au niveau scolaire, mais de l'autre côté, ce qui est valorisé, c'est bien évidemment le terrain et les performances sportives. Donc dans tout ça, à partir du moment où on enlève un élément, c'est-à-dire l'élément structurant, la performance sportive, donc le centre de formation, du coup, il y a tout est déséquilibré. Et puis, cette sortie d'un centre de formation sans contrat, c'est très difficile. Alors, je cite les étapes, parce que vous avez aussi étudié ça, les étapes qui arrivent après. Alors, il y a quelques mots clés dans votre thèse, je les cite, elles vont apparaître. C'est le choc socio-identitaire, c'est la persévérance, puis le basculement vers un nouveau projet. Vous me parlez de deuil, en fait, d'une certaine manière. C'est ça. Je ne me suis jamais rendu compte que c'était une courbe de deuil jusqu'au jour où je présente en fait les rendus de ma thèse au cours d'un colloque. Et là, j'ai un collègue qui venait de vivre un deuil dans sa famille proche et qui me dit, mais en fait, c'est la courbe du deuil. Et je dis, ah oui, tu viens de me faire prendre conscience que c'est ça. Oui, parce que je pense que d'une certaine manière, c'est un deuil. Et pourtant, enfin moi, ce que j'ai pu constater, c'est que le centre de formation est bienveillant. Je vais d'ailleurs vous proposer d'écouter Abdel Bouazama à ce projet. Alors, il est à ce propos. Abdel Bouazama, il est responsable du centre de formation d'Angers SCO. Alors, vous allez voir, il est bienveillant, il ne vend pas du rêve, il est très clair, mais il y a un contexte. On sait aussi que l'environnement familial, par moment, pousse les gamins dans ce sens-là. Donc, on sait aussi, sur le plan sociétal, que c'est... Voilà, les parents sont au chômage, etc., que le foot aujourd'hui fait rêver beaucoup de jeunes. Je pense qu'il faut encore se battre comme si je parlais à mon propre fils, quoi. Il faut insister et surtout leur faire prendre conscience que c'est fragile le football et qu'à tout moment ça peut s'arrêter. Bien joué Anto, bien joué gamin.
Alors le foot professionnel, quand il voit ça, lui, il occulte, j'imagine. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont réussi qui, pour eux, c'est déjà derrière eux. Ils ne s'occupent pas de ceux qui sont derrière. Exactement, les questions de structure du domaine, du milieu, favorisent bien entendu ceux qui sont parvenus à l'excellence, donc qui ont signé professionnel. Exactement. Donc de l'autre côté, on est obligé de passer à autre chose. Et puis il y a tout qui entre en ligne de compte. Le fait que les formateurs eux-mêmes sont jugés sur le nombre de jeunes joueurs qu'ils font signer professionnels. Donc l'ensemble de l'environnement est jugé à partir de la performance et donc du nombre de joueurs qui passent de l'autre côté, dans l'élite. Donc quand vous cumulez tous ces enjeux-là, c'est normal que l'on mette de côté cette majorité de 90% et qu'on fasse comme si elle n'existait pas, alors qu'elle existe, puisque fondamentalement, elle sert au milieu en général, puisqu'elle vient renforcer les équipes de nationales et de manière probante. Très court, j'ai une dernière question qui est un peu compliquée, c'est quelle piste il y a finalement pour sortir de ce qui est vécu comme un échec? Trouver un point d'équilibre dans les centres de formation entre études et foot? Trouver un point d'équilibre et puis là, je suis en train de réfléchir et plutôt de bâtir des modules de formation. Je pense qu'il y a des modules de formation intermédiaire qui pourraient être intéressants pour les joueurs, notamment ceux qui leur permettent de prendre conscience qu'ils ont d'autres aptitudes en dehors de la pratique sportive, qui leur permettraient de suite de pouvoir enclencher un double projet de formation ou de formation professionnelle, formation continue, à partir du moment où ils ont les éléments sur leur parcours et leurs compétences qui leur permettent de s'orienter de manière efficace. Très bien, merci pour cet éclairage. On continue l'émission ensemble. Je vais sortir de nouveau ce qui fait du bruit, ce qui est très agréable aux oreilles, puisqu'il est bientôt maintenant l'heure de notre zapping. Très intéressant, ces éléments de sociologie. Il ne faut pas oublier, on a quand même parlé là de la majorité des joueurs, je le rappelle. On va donc faire notre zapping maintenant. On ne vous souhaite pas encore la bonne année. Après les vœux 2020, moi je me méfierais. Pourtant certains les souhaitent, ces vœux. Mais bon, on réitère, en travaillant son toucher de balle. Le zapping, c'est parti, entre vœux et toucher de balle. Régale un peu, tac. Oh claquage, claquage. Oh. Et hop, tu enclenches bêtisier comme ça derrière. Exact. Hein voilà. Ça serait trop bon. Salut à tous. Oh là, attends. Réfléchir. Je me rappelle plus ce que j'ai dit au tout début. C'est bon? Alors, un joyeux anniversaire. Oh là. Bonne année, c'est mieux. Tu préfères bonne année? Ouais. Happy New Year. Attends, je dis pas bien là, non? Et je souhaite une joyeuse année, une belle année, une heureuse année à tous nos supporters, à tous ceux qui viendront nous voir et nous supporter jusqu'à la fin de l'année. C'est pas un bêtisier, c'est les vrais vœux de Raymond Domenech. On peut lui souhaiter bonne année, il peut en avoir besoin, et le FC Nantes avec lui. Quel regard vous portez, vous, justement, sur ce foot élite? Vous êtes supporter d'Amiens, certes. Les difficultés économiques, vous avez l'impression que ça embrase vraiment tout le milieu du football? Oui, parce que de toutes les manières, ça a des conséquences à tous les étages. On voit bien que pour les clubs du football aérien, comme je le disais, ça se complique parce que là-haut, il y a moins de rentrée d'argent. Donc il y a un modèle économique qui est en train de vaciller, qui fait vaciller le haut, mais aussi les bases. Donc là, je trouve plutôt qu'il y a le modèle, pour le coup, est en transition, mais à tous les étages. Donc voilà, il va falloir retrouver des nouvelles solutions, des nouveaux modes d'organisation pour pouvoir pallier à ça. Ok, bon. Merci, on va quand même faire un petit bilan enfin, c'est pas un bilan, c'est plutôt une projection sur les jours à venir, toujours avec la pandémie bien sûr, en passant d'abord par le classement. Nantes est 17e du championnat de Ligue 1 et va faire un tour samedi prochain du côté de Montpellier, faire la bise à Michel Derzakarian, enfin la bise avec distanciel bien sûr, et Angers 7e avant d'aller à Monaco. Et puis nous avons les journées du championnat de national, le classement rapide avec ce qui vous concerne, donc Le Mans 8e, Cholet 4e, Laval, c'est le bal de ceux qui poursuivent. Et on va se quitter finalement sur des vœux de bonne année. Vous souhaitez plein de bonnes choses pour le futsal et puis une autre thèse peut-être, qui sait?
Pourquoi pas, mais faut trouver le temps.